What's up, guys? J'espère que vous allez bien. On est lendemain de UFC Vegas 110. On avait Steve Garcia qui affrontait David Onama. Donc, carte avec toutes sortes de combats. On a eu des bons fights, des fights un peu plus boring. On a eu des surprises, des trucs bizarres de ref, encore une fois. Des potentiels... un potentiel combat rig. Écoutez, ça a été vraiment, vraiment spécial. Mais sinon, overall, les résultats, très contents. 10 sur 13 au niveau des picks. Mais écoutez, c'est pas les picks qui font gagner l'argent, qui font remporter les plays. Fait qu'au niveau des bets, ça a bien été, là, je viens de le caler. Donc, une soirée de 23,98 unités. En grosse partie grâce à Underdog Streak qu'on a cash out au 7e play. Donc vraiment heureux. Pour la semaine, si on comptabilise avec tout ce qu'on a fait auparavant, les boosts MLB, NFL, etc., plus 29,96 unités. Ma plus grosse semaine de l'année. Si vous commencez à suivre whatever, ben mon année de Paris se reset à la mi-juillet. Donc, on est un peu moins de 4 mois in et honnêtement, on a comme eu un début difficile, là, une cold streak. J'ai descendu down à moins 15,28 unités précisément. Puis là, avec les résultats d'hier, on est remonté à plus 54,25 unités. C'est massif, je suis vraiment content. Mais écoutez, on continue de grind, il ne faut pas se laisser emporter, que ce soit lors d'une cold streak ou d'une hot streak. On stick to the process. Puis on continue d'avancer. Fait que vraiment content. Puis écoutez, on fait un recap de la carte, oui, des combats, mais aussi justement des plays qui ont bien été, qui ont moins bien été, les reads qui étaient plus ou moins bien sur certains fights, d'autres qui étaient superbes, mais écoute, faut accepter des fois quand on fait pas les bons reads, on n'a pas le choix, il faut pas bullshit non plus, fait que that's it, on se lance tout le monde. On va commencer en bas de la carte et on va monter. Donc, c'est passé des choses weird hier. Honnêtement, on dirait que ça fait 3 semaines d'affilée qu'il y a tout le temps des affaires bizarres qui se passent au UFC Card. C'est pas dans le dernier mois. Fait que, écoutez, on en jase, on check ça. Puis évidemment, ce soir, décision partagée à 20h avec Max Carabine. On va en parler un petit peu plus en détail. Avant même de commencer, c'est vrai, niveau picks, il y avait 13 combats, 10 picks corrects. C'est pas ça qui fait les bets, définitivement pas, qui fait le profit. Mais toujours plaisant de voir qu'on a eu la majorité right, même advenant la volatilité puis les choses étranges qui sont arrivées. Fait que bref, premier combat de la carte, ça fait partie d'un fight que j'ai mal pick. J'étais du side de Ariane Carnelossi, mais vraiment pas avec une haute confiance. Talita Alencar, elle a tendance à ralentir, oui, Ariane aussi, mais quand elle n'est pas capable d'appliquer son ground game, son contrôle, on l'a déjà vu avoir un petit peu de trouble. Puis honnêtement, Carnelossi, elle lookait bien par moment, mais on l'a vu là, aussitôt que Alencar était capable d'avoir son takedown, d'amener le combo au sol, c'était une grosse domination. Là, Carnelossi qui n'avait pas de réponse et qui a fini par se faire taper en fin du 3e round. Puis même debout, j'ai été surpris. Alencar qui est très flat-footed, elle n'a pas un gros volume nécessairement, pas la meilleure technique. Mais elle a craqué Carnelossi avec un gros overhand. Là. Il n'y a pas eu de knockdown, mais ça l'a vraiment affecté au 2e. Puis c'est vraiment ça qui a fait tourner la vapeur, j'ai l'impression. Fait que bref, belle performance de Talita. Mais pas nécessairement super impressionné là, d'un côté comme de l'autre. Fait que combat le fun en ouverture de carte, on va le dire comme ça. Sinon, niveau pick, niveau bet, ben le pick, on l'a pas eu, mais j'avais aucun bet là-dessus. Là. Si on monte un petit peu plus haut, on avait Phil Rowe versus Sokyonko de Korean Tyson. Le pick était correct. Je me doutais que c'était le ground game qui allait faire la différence. Puis on l'a vu, Phil Rowe, même s'il y a un gros niveau en Jiu-Jitsu, pas capable de se relever. Vous voyez, 13 minutes 10 de contrôle là, sur 15 minutes, c'est énorme. Il y a eu ses 4 takedowns sans vraiment d'opposition, on va le dire comme ça. Là, Phil Rowe, aucune réponse. 4 coups significatifs sur 15 minutes. Fait que bref, Phil Rowe, c'est un slow starter, on le sait. Puis j'avais mentionné dans le breakdown, ce qui m'inquiète, c'est que souvent, c'est un slow starter, mais des fois, il ne start juste pas. Donc, c'est ça qui est arrivé. Il take over habituellement quand ses adversaires ralentissent, mais Cole, qui a un excellent conditioning, il nous a prouvé que, écoutez, Phil Rowe, il l'a déclassé, même s'il y a plus d'expérience. Domination complète là, du Coréen. Fait que props à lui. On avait 2 petits pokes, Phil Rowe knockout round 2 et round 3, vraiment des petits bets. Là. Je pense au total 0.25 unités sur les deux. Pourquoi? Ben Phil Rowe,
On le sait, là, toutes ces victoires au UFC, la totalité, 100%, sont par knockout, soit en fin deuxième round ou soit au troisième. Donc je me disais, les cotes étaient quand même juicy, là, c'était du plus 1200, plus 2000-ish. Là, fait que je me suis dit, bon, why not? On va prendre un petit poke. On l'a pas eu, mais écoutez, c'est des genres de paris qu'on s'attend pas nécessairement à avoir. Si on monte, let's keep it up. Ah non, c'est vrai, on avait aussi dans Underdog, c'était un long shot, on l'a miss anyway, là, mais Sok Young-ko qui devait faire 3 takedowns, on l'a eu, mais malheureusement, ça s'est corsé un peu plus haut. Combat suivant, Ardeline, j'étais très confiant sur elle. Ardeline, je veux dire, c'est pas une top 5 de la division, non, pas du tout, mais c'est plutôt du côté de Conejo. Ruiz, qui est pas UFC level, à mon avis, je veux dire. Son striking, honnêtement, elle a, même si elle s'est fait démonter, on va le dire comme ça, son t-shirt blanc était rendu, on aurait dit qu'elle s'est renversé un punch aux fruits sur, sur le gilet. Je veux dire, elle a fait du progrès, je pense. Si on regarde ses anciennes performances, je veux dire, elle a réussi à placer des coups de bon, on l'a vu, là, 85 coups significatifs, c'est vraiment élevé pour elle. Elle a été listée, je pense, à 15.5, c'est ridicule. Puis d'ailleurs, j'avais over 6.5 coups significatifs au premier round. Pardon, je mouche un petit peu. Puis elle a complètement busté là, en genre une minute. Là, la ligne n'avait pas rapport. Oui, elle est reconnue pour être low volume, mais je dis styles make fight. Puis je pense que c'était un style avec Alice Ardolan qui permettrait de faire beaucoup de coups. Vous voyez, elle a fait 27 coups significatifs au premier round. Là, fait que, bref, la ligne était way off. On l'a eu. Sinon, Alice Ardolan Moneyline dans des parlays. Ça a été de l'avant de ce côté-là. On n'a pas miss. Puis sinon, j'avais 0.5 unité Ardeline by knockout. La Mexicaine là, qui a fait preuve de toughness, on va dire comme ça. Elle a tout encaissé, je veux dire. Elle a subi du gros dégât. J'avais callé justement, je ne m'attendais pas à un one punch knockout, mais un TKO par accumulation. Ben écoutez, c'était pas hors de la glace. Ben finalement, la Mexicaine qui a réussi à toffer jusqu'à la décision. Next, on avait Norma Dumont contre Viera Dumont. C'était ma prédiction. Décision, mais vraiment une greasy decision. Pour de vrai, j'étais vraiment pas sûr qu'elle l'avait. J'avais peut-être même tendance à pencher légèrement du côté de Viera live. Mais écoutez, il y a des arguments des deux côtés. Là. J'avais pas de pari nécessairement là-dessus. On avait Norma Dumont. Ben en fait, dans le Cycle Parlay, c'est vrai, on avait Ardeline qui gagnait par KO et Dumont par décision. On a eu Dumont décision, mais pas Ardeline knockout. Donc, anyway, on l'a pas eu. Sinon, qu'est-ce que j'avais? On a essayé de starter une nouvelle streak avec Dumont over 53.5 coups significatifs. On l'a eu, mais ça s'est corsé la leg suivante qu'on a ajoutée. Fait que, tant pis. Et Underdog Fantasy, on avait un play. Du moins, j'avais un ou deux plays avec Caitlin Vieira qui devait faire 33 coups significatifs. Je trouvais que la ligne était basse, mais finalement, Caitlin Vieira, je veux dire, je peux plus parier sur ses... Même si la ligne est basse, je peux plus parier sur ses coups. Je veux dire, à distance, ça fait rien. Elle n'a pas d'activité. 25 coups significatifs en 15 minutes, c'est tellement bas sur 83 tentatives. Là. Honnêtement, ça fait dur. Là, fait que je vais me tenir loin de ce genre de ligne à l'avenir. Fait que, on a eu le pic, sinon rien d'autre de spécial là-dessus. Dante Johnson, combat qui a été 50-50 pour ma part. Mon pic, c'était Dante Johnson de façon assez convaincante. Il a dominé. Il y avait beaucoup de points d'interrogation sur Johnson. Il n'était jamais sorti d'un premier round. Fait qu'écoutez, on a vu un petit peu de l'adversité, même que c'est la plus haute adversité qu'il y a eu dans sa carrière d'MMA ever. Je ne m'attendais pas à ce que Dumas le shoot en partant. Mais Dumas, qui est à mon avis pas UFC level, là, on sait, je veux dire. Voyons donc, sérieux. Il va se faire cut, là, c'est sûr. Il va retourner vendre de la dope des rues. Puis c'est plate, mais c'est ça. C'est pas un professionnel. Il a pas des bonnes habitudes de vie. Il est pas dans le pad du vrai combattant pro. Fait que Johnson, j'avais son moneyline à parler avec Alice. On l'a eu. J'avais Dante Johnson by KO dans un parlay. On l'a pas eu. Il a gagné par sub. Sa première de sa carrière. Et on avait Dante Johnson KO in round 1. Évidemment, on l'a pas eu non plus. Fait que ça revient 50-50 avec le parlay qui a caché sur Ardeline. Rien gagné, rien perdu vraiment dans ce combat-là. Dante Johnson, c'est bien de le voir à 185 livres. Première fois qu'il descendait aussi bas pour un combat pro. Puis il a bien looké. Écoutez, je pense qu'il aurait pu knocker Dumas s'il avait voulu, mais finalement, il a opté pour la sub. Écoutez, why not? Pourquoi pas? Belle performance de sa part, mais je suspecte encore qu'il y a une gas tank peut-être un petit peu douteuse là, si le combat s'extend.
Good, on monte. On a Timmy Kwamba contre Chang Oli. Un bon combat pour de vrai. J'étais du côté de Chang Oli. Un autre fight 50-50 dans le sens où j'avais une unité sur Chang Oli, son moneyline à plus 100. Et j'avais aussi 1.05 unités Chang Oli pour qu'il lande de plus de 1.5 takedown. Donc évidemment, on l'a eu, mais on a perdu son moneyline. Fait qu'un autre combat 50-50, là, côté bête. Chang Oli qui domine le premier round dans le sens où il a take the back puis il est resté là pendant 5 minutes. Mais je crois que ça a été un couteau à double tranchant. Chang Oli, on le connaît pour son gros pace, son endurance. Il pousse tout le temps. Puis c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, mais je pense vraiment que de tenir le body triangle pendant 5 minutes debout, ça lui a taxé les jambes. Puis même dans son coin, c'est ce qu'on semblait comprendre. Et du côté de Timmy Kwamba, honnêtement, il est jeune. J'avais dit 26-27 ans, il est sujet à faire beaucoup de progrès. Puis il m'a très impressionné hier. Réussi à survivre le premier round. Il est defensively responsable pour ne pas se faire choquer. Contrairement à certains là, qu'on parlera plus tard comme Isaac Dulgarian. Fait que bref, Timmy Kwamba qui réussit puis qui rivalise avec la physicalité, le pace de Chang Oli et qui take over les 2 rounds suivants. Fait que très belle victoire là, de sa part. On l'a pas vu beaucoup hier, mais il y a un très bon striking, Timmy Kwamba à distance, là, excellent. Mais là, on l'a vu un peu plus dans un dogfight avec beaucoup là, de cage work, de cage pushing, etc. Fait que très bien de le voir dans cette position-là. On apprend un petit peu plus sur lui. Puis honnêtement, je crois qu'il y a du potentiel, surtout qu'il a descendu de weight class. C'était son premier combat à 135 livres, si je ne me trompe pas. Donc, on ne savait pas trop comment ça allait être. Est-ce qu'il va être plus durable, moins durable? Son cardio va-tu hold up? Finalement, super bien été. Fait que props à Timmy pour la performance puis la dub. Évidemment, on n'a pas eu le pic. On a eu un bet sur 2. Fait que, écoutez, ça fait partie de la game. C'est pas grave. Overall, on a eu une très belle soirée. Là, on en a parlé. Fait que, combat suivant. Billy Elikana contre Kevin Christian. J'avais un tout petit poke sur Kevin Christian by sub. C'est l'inverse qui est arrivé. Pourquoi Kevin Christian, ne le rate pas du tout. Même Elikana, je le rate pas bien. Mais pour de vrai, Kevin, il m'a quand même surpris. Habituellement, là, il brawl. Même s'il est grand, il va juste foncer. Il ne sert pas de sa portée. Il envoie des shots larges comme des nouilles spaghetti. Écoutez, hier, il se déplaçait du bon côté. Il jabbait, il coupait la jambe. Même Billy Elikana qui avait un gros bruise sur sa jambe avant, si je ne me trompe pas. Là. Fait que, écoutez, il avait un bon game plan. Il était posé. Il m'a surpris en ce sens. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Mais finalement, Elikana qui connecte avec... je pense que c'était un crochet droit. Bref, je me souviens plus exactement le shot. Mais il knock down Kevin Christian. Il me semble que c'était un right hook. Puis Christian qui tombe, Elikana qui jump, qui commence à unleash le ground and pound et qui le soumet. Par contre, on l'a vu, là, petite erreur de l'arbitre qui était du mauvais côté. Les commentateurs l'ont callé, là, l'arbitre, au lieu de regarder la main libre de Kevin Christian, il regardait le choke. Mais il n'était pas à la bonne place. Là, Kevin Christian, il tapait pour sa vie avec sa main droite, tandis que l'arbitre était de l'autre side, il regardait le coup. Il a manqué la tape. Finalement, il touche le bras de Kevin Christian qui est rendu inconscient. Puis il était parti dans une autre dimension déjà. Fait que faut faire attention. Là, la sortie des combattants, je veux dire, des petites secondes, des fois, ça peut être précieux comme ça. Mais bref, Billy Elikana qui dispose du bottom, du barrel de la division. On va peut-être revoir Kevin Christian. Écoutez, je pense que c'était son UFC début, mais je pense pas qu'il va se rendre très loin dans la division. Et honnêtement, Elikana, je suis pas très high sur lui non plus. C'est juste que dans le contexte, contre ce gars-là, ben, c'était mon pick, évidemment. Mais sinon, on n'avait pas d'action autre là-dessus. Alan Nascimento versus Cody Durden. Bon fight pour de vrai. All action. Ça a été back and forth au départ. Durden qui a pris le combat short notice. Faut lui donner. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de grappling au premier round, mais il n'y en a pratiquement pas eu. Même si on regarde là, rapidement, là, je pense qu'il n'y a pas eu de control time vraiment au premier round entre les deux. Si on regarde ici, round 1, non, vous voyez 3 secondes de control time pour Durden. Je m'attendais à ce qu'il y ait des échanges, des scrambles, whatever, mais finalement, absolument rien au premier round. Nascimento qui a shooté un takedown. Cody Durden qui en a eu 1 sur 2, mais c'était plus une espèce de sweep qui a laissé Alan Nascimento se relever. Puis tu sais, oui, Durden plaçait les meilleurs coups, je crois, au visage, les coups qui paraissent, qui font le mieux, qui font plus de dégâts, entre guillemets.
mais Nascimento qui a choppé la jambe de Durden solide là, au premier round. Je pense qu'on le voit ici, combien de leg kicks là, per round. Vous voyez Nascimento, là, 16 leg kicks au premier round, puis je crois que ça a payé des dividendes plus tard. Il a continué au deuxième, une dizaine. Puis finalement, le combat a fini par... il a fini par avoir un échange de grappling, entre guillemets, la distance. Nascimento qui a placé un solide shot là, à Durden. Durden shoot un petit peu désespéré, on va dire. Il était plus tout là. Plus tout là. La fatigue, la jambe qui commence à rusher, le gros shot, etc. Finalement, Nascimento qui obtient la soumission relativement avec aise. C'est ce que je croyais le plus probable. On avait parlé peut-être du knockout et des shots up the middle qui étaient sur la table. Mais le scénario le plus probable, c'était bel et bien là, la sub de Nascimento qui a un ground game extrêmement solide. Mais écoutez, props à Durden qui a pris un match-up vraiment pas facile là, à dizaines de jours d'avis. Puis Nascimento, honnêtement, s'il est capable d'être un peu plus actif, justement, c'est un combattant très, très, très doué. Je veux dire, debout, on l'a vu, là, pas le striking le plus merveilleux, mais son sol est élite, puis il a tendance à ne pas se battre souvent. Je pense qu'il y a eu des problèmes de blessures, etc. Mais s'il est capable d'être un petit peu plus actif, là, Nascimento, là, pour vrai, il y a du gros potentiel, à mon avis. Fait qu'on était du bon side. On n'avait pas de... Non, j'avais pas de bet là-dessus, là, aucun. Fait que bref, props à Nascimento pour la belle victoire. OK, next, ça monte bien, guys. On va l'avoir. On rentre dans la main card. En fait, je pense que c'était Nascimento puis Durden, la main card. My bad. On avait Charles Radke contre Daniel Franza. Le pick, c'était Radke, si je ne me trompe pas. Puis je pense que j'ai swappé un petit peu dernière minute. Le combat s'est pas déroulé du tout comme ce que je croyais. Charles Radke, on le sait, il a un bon grappling, etc. sur papier, mais on ne l'a jamais vu s'en servir au UFC. C'est un combattant qui a tendance à vouloir utiliser sa boxe, brawler, puis donner des gros combats. C'est ça qui a fait tous ses combats précédents au UFC. Puis c'est ce à quoi je m'attendais de faire. Même s'il y avait un path to victory vraiment évident contre Daniel Franza, qui s'est déjà fait exposer au sol là, sur la scène régionale, je pensais pas que Radke allait employer ce path-là. Je pensais qu'il allait trader des bombes avec, puis on swing, let's go, puis le premier qui tombe, tant pis. C'était comme ça que je voyais cette fight-là. Mais finalement, Radke qui arrive là, posé, il suit le game plan à la lettre, il take down Franza dès qu'il peut. Excellent contrôle on top, mais aussi bon ground and pound là, avec les coudes, etc. Du ground and pound pesant. Là, pas juste. Peut-être qu'ils l'ont comptabilisé comme des strikes pour la plupart. Là. C'est tout le temps un peu mitigé ça, au niveau du UFC. Mais il a placé des très gros coups de coude là, au sol. On va regarder. Ok, bon, il y en a eu plusieurs. Là, 26 sur 28 coups significatifs là, au sol. Fait que bref, pas lancé une tonne de strikes nécessairement. Une fois au sol. Ben oui, il en a lancé beaucoup, là, mais je veux dire. Il y en a plusieurs qui étaient très, très significatifs. On a vu son adversaire, Franza, là, qui commençait à avoir des cotes au visage, des segments. Il a fait du dégât visible. Et écoutez, moi, mon pari là-dessus, vous l'aviez vu, je l'avais même partagé. Là, j'avais quand même un gros play là-dessus. Je crois 2.4 unités. Fight don't go to decision à moins 120 qu'on a eu au début de la semaine. La cote, elle a closé à genre moins 230 sur la majorité des books. Fait que énorme value, mais croyez-moi que j'avais les fesses serrées. Au troisième round, Radke qui a failli avoir le rear naked choke au premier round, ça a passé tellement proche. Finalement, Franza qui réussit à se défendre et Radke qui a eu une autre chance de sécuriser la soumission à 31 secondes la fin du combat. Je sautais de joie, j'y croyais même plus honnêtement. Là, je suis fuck, on l'a perdu celle-là. Mais Radke qui réussit à terminer Franza et qui nous cache un bon bag. Fait que let's go, Radke. Pas en tout le scénario, c'est à quoi je m'attendais, mais écoutez, on a eu un bon résultat là, tout de même. On monte, bon, ça y est. Ça, on va en parler plus ce soir là, à décision partagée, c'est clair, mais il y a tellement des red flags partout sur ce fight-là. C'est le combat qui m'a fait rapporter beaucoup, beaucoup d'argent hier. Mais behind the scenes, j'ai fait une story sur Instagram, il y a des choses louches qui sont passées, là, c'est vraiment, vraiment weird. Fait que écoutez, au niveau des. Le pick, c'était Isaac Dulgarian. Au niveau des paris, c'était le Underdog Streak. J'avais ajouté un play. C'était le 7e. Ouais, il me semble que c'était le 7e. Parce que Tom Aspinall Fantasy Score a été void la semaine dernière. Fallait que Delval fasse moins de 13.5 coups significatifs.
Il en a fait un. Honnêtement, j'ai été un petit peu stressé parce qu'il a lancé beaucoup de coups au sol en position dominante. Vous voyez, 28 strikes, mais pas crédités comme des significant strikes, même si à mon avis, il y en avait plusieurs qui étaient quand même... je sais pas comment ils font. On dirait qu'aussitôt que c'est clinch au ground, dans le clinch ou au sol, ça prend vraiment des gros shots pour qu'ils les créditent comme significatifs. Fait que, écoutez, je vais pas me plaindre. J'ai eu mes paris. On a eu la strike, ça nous a fait cacher un montant massif. Puis j'avais un straight play de 3 unités sur Delval under 16.5 coups significatifs sur Bet365. Donc la ligne qui avait ouverte beaucoup trop haut à mon avis. Et qui a closé, je pense, à 10.5. Fait qu'il y a une belle value encore une fois. Mais Isaac Dolgarian, très très louche, honnêtement. Là, on l'a vu, j'en ai parlé, là, mais dans les heures, dans la demi-heure, dans les heures qui précédaient le combat, il y a des montants d'argent faramineux, massifs, qui sont entrés sur Del Valle to win first, mais aussi pour gagner au premier round. Donc on parle d'un line movement de plus 850 à plus 450 sur BetOnline principalement, mais sur plusieurs books. Là, si on regarde, je pense pas que je peux le retrouver ici. Je peux dessus. J'essaie de le trouver. Je sais pas si vous voyez bien là, au niveau de mon écran, là, mais on a le combat ici. Là. Vous voyez, là, Dolgarian, il a closé à moins 135, il a été jusqu'à moins 265 toute la semaine, moins 240. Puis c'est pas juste sur un book, vous voyez, là, la ligne, eux, ça s'est pas ajusté assez vite, là, mais la plupart des sites de Paris, là, il y a eu un line movement extrêmement massif là, sur Delval. Puis pour que les lignes bougent de façon significative, guys, c'est pas des 3 unités comme moi, là. C'est pas des petits 100$ qui sont rentrés. Là. C'est des milliers, des dizaines de milliers, voire peut-être plus de dollars. Là. Fait que très très louche. Et Isaac Dolgarian qui perd au premier round. Non seulement on le sait, Dolgarian, il a une lutte extrêmement bonne. C'est un combattant, pour vrai, c'est un très très bon combattant avec beaucoup de potentiel. Mais même les commentateurs le callaient, ils disaient qu'est-ce qu'il fait, il se défend pas, il essaie de frapper son dos dans des positions weird, il attaque pas la grip du choke, je veux dire, même Michael Chiesa qui disait qu'il se défendait comme un amateur puis qu'il savait pas d'affaires là, fait que je veux dire, c'est red flag all over it, sans plus tarder, sans parler de peut-être ses connexions à James Krause, puis c'est ça que je disais à Max hier. Quand j'ai vu cette situation-là, ça m'a rappelé exactement Derek Minor avec James Krause. On avait vu la même chose. Minor qui était, je me souviens plus s'il était favori ou kiff-kiff. Puis 30 minutes avant le combat, entrée massive d'argent qui rentre sur son adversaire et sur son adversaire par KO au premier round. Alors que ce gars-là avait aucun KO dans toute sa carrière. Et puis comme de fait, Derek Minor, il lance des kicks. Finalement, semble se blesser au pied en lançant son propre kick. Et se fait TKO au premier round. Fait qu'écoutez, très très louche. Il y a même des books aux États-Unis. Caesar's Book et un autre, je me souviens plus du nom exact, James Hill, whatever, quelque chose comme ça, qui ont flagué l'événement puis qui ont décidé de rembourser tous eux qui avaient des paris sur Isaac Dolgarian Moneyline. Je sais pas si c'est juste le Moneyline, les props aussi, mais ils vont leur donner des bet credits à cause que c'est un événement qui est très suspicieux. Fait que, écoutez, on en parle plus tard, puis je pense qu'on va en entendre parler dans les prochaines semaines, là, mais très très weird, c'est triste de voir des choses comme ça. Là. Je veux dire, je suis satisfait, j'ai gagné mes plays, mais c'est pas du tout comme ça que ça devait se passer, puis je crois que Dolgarian, il s'est peut-être fait soudoyer un petit peu là, dans ce combat-là. Fait que bref, on passe au suivant, Jeremiah Wells, Themba Gorimbo. J'avais pick Wells, pas avec une haute confiance, puis je vais vous avouer, cette fight-là, j'étais tellement hype, je sautais partout là, après les grosses dubs du combat d'avant. J'ai regardé du coin de l'œil, pas tout à fait, là, fait que j'y étais d'un œil pas trop attentif. Fait que, écoutez, on s'en reparle, celui-là, le pick était bon, mais j'avais aucune action là, sur ce combat-là. Si on monte, combat suivant, lui, je l'ai regardé, on avait Waldo Cortez Acosta, Ante Delija. On parle d'un événement weird qui est arrivé hier, ben ça, c'en est un. Donc, combat debout, les deux échangent. Finalement, Ante Delija qui semble avoir une victoire par TKO. L'arbitre qui intervient. Finalement, au replay, on voit qu'il poke dans les yeux à Costa avant de le submerger de frappe. Puis là, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la cage. Il y a Delija qui fête sa victoire. Il y a Cortez Acosta qui est comme... Ah! Il crie, il est en tabarnak. Puis finalement, le médecin qui rentre, puis l'arbitre finit de dire, ben écoutez, il y avait un high poke.
qui est arrivé dans la séquence. On va regarder si Acosta est capable de recommencer à se battre dans les 5 minutes suivantes. S'il est capable, on repart le combat. Sinon, c'est un no contest. What the fuck? Mais écoutez, je vais vous avouer, pour ma part, je trouve pas que c'est nécessairement mauvais. Il y a eu des rumeurs tout au long de la semaine suite à ce qui est arrivé avec Aspinall et Gane que le UFC allait employer des nouvelles méthodes puis que ça allait être appliqué right now puis que ça allait être très strict pour changer ça. Mais le seul truc, c'est que personne n'était au courant. Ben, du moins, eux, Ante Delija, il n'avait pas l'air à comprendre, son équipe non plus. Mais moi, j'étais comme... Même le casting, les commentateurs ne comprenaient pas ce qui se passait. Fait que, écoutez, je trouve pas nécessairement que c'est une mauvaise mesure, qu'est-ce qui est arrivé. Mais ça aurait été bien, je crois, que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qui s'en venait dans une situation comme ça. Finalement, Waldo Cortés Acosta qui reprend le combat et qui knock out Delija quelques secondes après. Je veux dire, c'était épique comme moment. Mon pick, c'était Acosta. Le seul play que j'avais là-dessus, c'était... j'ai essayé de partir une nouvelle streak sur les 2 derniers fights. Écoutez, j'étais up. Je me suis dit, on va essayer une nouvelle. J'ai pris ce combat-là pour aller moins de 12,5 minutes. Fait qu'écoutez, j'étais pas biaisé. Là, j'avais pas de bet sur Acosta. J'étais même content que Delija win aussi vite parce que moi, j'avais le under. Fait que quand il décide de repartir le combat, là, j'étais fuck. Je vais peut-être perdre mon play finalement. Et finalement, Acosta qui est knock-out, écoutez, c'est une situation vraiment particulière. On va s'y adresser plus un petit peu ce soir là, à décision partagée. J'ai vraiment hâte de voir vous, comment vous interprétez tout cela. Mais bref, ça a été l'allure du fight. Et sinon, pour la finale, on avait Steve Garcia versus David Onama. J'avais aucun... Ben en fait, oui, sur le dernier streak que j'ai essayé de partir, UD Streak, j'avais jumelé ici là, Delija under 12.5 minutes. Avec Onama, 14 coups au premier round. Et il a terminé à 2. Fait que vous devinerez que je ne l'ai pas eu. Un petit peu surpris, pour de vrai. Là. Tu sais, Onama, c'est un très bon fighter. Puis est-ce que c'est la pression de Garcia, sa gestion de la distance, son power? Mais on dirait que Onama, il était pas là pour se battre. Je veux dire, très, très surprenant. Puis écoutez, non, j'appelle pas à la conspiration, whatever, là. Mais Onama qui s'entraînait avec James Krause aussi, puis il y a eu des trucs louches avec Isaac Dolgarian juste avant. Il n'y a pas eu de line movement massif, whatever, mais on aurait vraiment dit que David Onama était pas là pour se battre, qu'il était pas dans le moment. Écoutez, j'enlève rien à Steve Garcia qui a livré une très belle performance, puis je trouve vraiment que ça a amélioré. Il a encore son killer instinct, son power, il essaie de finir à tout prix, mais il y a un tout petit peu plus posé là, que dans son début au UFC, puis on voit que je pense que ça peut l'amener loin. Il est moins reckless, mais il reste autant dangereux puis agressif. Fait que, écoutez, Garcia, je vous l'ai dit, c'est un de mes combattants préférés de la division, si c'est pas mon préféré. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont lui réserver. Mais du côté de Onama, là, très weird, gros step back pour lui, honnêtement. Là, il a looké un peu comme un amateur aussi hier, clairement. Fait que carte un peu weird. Overall, très bon résultat. Je suis content. On l'a dit, 10 sur 13 les picks. Beaucoup d'unités. Très content des résultats. Puis on va se revoir pour la prochaine carte la semaine prochaine. Donc on a UFC Vegas 111 si je ne me trompe pas. On l'a-tu ici? Bonfin versus Brown. Donc est-ce qu'il la call 111? Je sais pas. Carte correcte. Honnêtement, je pense qu'un peu comme hier, pas la meilleure name value en termes de combat, mais c'est sûr qu'on va avoir une coupe de low-key banger que le monde ne connaisse pas trop, là, qui vont passer en dessous du radar. Fait que that's it, guys. C'est déjà tout pour le recap. J'espère que vous avez enjoyé la carte. Si vous enjoyez les vidéos, les recaps, le contenu, abonnez-vous, likez. Instagram, GutsMMA, c'est là que ça se passe. Puis si vous voulez jump aboard puis cacher des bets avec moi, ça se passe sur Patreon. Fait que that's it tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace!